considéré à tort comme le père de l'antisémitisme, Alphonse de Toussenel, dans les 100 premières pages de son livre, trace un tableau assez sombre d'une république qui efface petit à petit ce que fut la France. La préface nous parle de sa vie, de l'homme qu'il était, aimant la nature, toujours accompagné de son fidèle chien. Et bien plus tard dans l'œuvre, il s'efforcera de démontrer que le gouvernement de l'époque, alors sous la cave La Plagne, est composé d'hommes qui cherchent à séduire, qui préfèrent le profit personnel à une bonne fiscalité, opérant à la vue de personnages hauts en couleur, dont le nom, qui nous rappelle le faste, continue encore de retentir. Rothschild, Ford, etc. Une analyse tout en finesse sur d'étranges mouvements financiers, des entreprises de presse qui opèrent contre les intérêts du pays. Mais il observe aussi des choses dans d'autres nations, contemporains de son époque, comme en Russie avec l'empereur Nicolas, qui rappelle au J, par un oukase, qu'ils doivent cesser de faire nation dans la nation. En bref, je dirais qu'il expose des faisceaux d'indices intéressants, que je m'efforcerai de connecter avec d'autres lectures. Ceci est l'épisode 1, où je vous présente la préface et l'introduction. Bonne écoute à vous. Avant d'aller plus loin, je vous propose un exercice. Munissez-vous d'un support pour écrire, puis relevez les passages de la vidéo par de grandes phrases. Ce petit exercice, plus pratique qu'une simple écoute, vous permet avec vos mots de retenir le contenu de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Épisode 4. La subversion des économistes d'Albion. N'avez-vous jamais entendu ceci à propos de la haine et de l'amour? On dit parfois que le sentiment de haine est souvent plus fort que celui de l'amour, et personnellement, ce sentiment m'a déjà traversé, naguère. On peut haïr sans aimer et haïr en aimant. Mais les épreuves du temps font de moi quelqu'un de beaucoup plus apaisé qu'auparavant. Mais, trêve de divagation. Abordons maintenant l'épisode 4 de l'œuvre. Pour la royauté à son peuple, il est facile pour une xénocratie d'économistes d'être l'ami des peuples ignorants. En tout cas à une époque où l'information circule différemment d'aujourd'hui. Il y a eu Diderot, l'encyclopédiste, puis vinrent les économistes, qui vocifèrent alors les gouvernements de l'époque les traitant, je cite, d'ennemis nés des peuples. Le peuple, par l'entremise des doctrines des économistes, le mot « entremise » est important, conclure que les peuples sont d'autant plus heureux que l'action du gouvernement est plus faible, que le pouvoir est plus désarmé. Ces dogmes constituent ce qu'on appelle aussi la théorie du gouvernement ulcère. L'Angleterre, dit l'auteur, avait un grand intérêt à faire passer le gouvernement ulcère chez les Français, rivaux historiques d'Albion. D'abord, elle vient par les économistes, puis ensuite reprise par les encyclopédistes français et enfin polie par les philosophes, qui firent entrer tout cela par des épigrammes. En implémentant par le haut de telles doctrines idéologiques disharmonieuses, il a bien fallu lui donner corps pour que l'ignorant l'accepte. Avant donc l'instruction nationale qui arrive en 1824, le monsieur tout-le-monde écoutait encore ces gens. Mais le plus triste fut peut-être que ces gens, qui avaient fait ou non perdurer les petites écoles maintenues par des évêques, aient été subvertis. Furent subvertis. L'auteur dit que la doctrine saint-simonienne, qui date elle-même de 1830, n'arrive pas à effleurer l'opinion, tentant de réhabiliter l'ancien pouvoir. Bon, c'est à vérifier, mais cela démontre que même encore aujourd'hui, le pouvoir du conditionnement est une programmation de l'esprit extrêmement forte. La plume a bien œuvré, et il faudrait fouiller les archives du pur radicalisme pour trouver des idées raisonnables, dit l'auteur. Entre autres, il rajoute que la fonction du pouvoir dans l'État a été assimilée à celle du chat dans la maison privée. Et j'accompagnerai donc ceci d'un bout de l'œuvre. Voyez donc. D'après l'auteur, Bonaparte connaissait les liens secrets qui unissaient la cause anglaise à celle des idéologues en les chassant de l'Institut comme indigènes, je cite. Guizot rétablira la section des moralistes et des économistes. Voyons donc. C'était dans l'ordre.
Je cite. Monsieur Guizot avait appartenu à la coterie de Madame de Staël. Monsieur Guizot est l'homme de l'Angleterre et de l'entente cordiale. On est de sa religion avant d'être de son pays. L'Empire britannique, vivant de sa prohibition, a compris que si d'autres États lui emboîtaient le pas, cela lui nuirait. Et on cria bientôt « À bas la protection !» Mais pourquoi une civilisation telle que l'Angleterre arrêterait-elle le protectionnisme? Très bonne question. La France, avec ses prémices, des principes républicains, voyait donc des personnages formant une ligue relayant cela. Dans l'exploration d'Albion la perfide, on regarde donc une prise de monopole des ports espagnols à travers le monde, de Mexico à Madrid en passant par le Mexique. En dernier lieu, elle vise à détacher Cuba de l'Amérique, mais cette course au rachat des ports par les armateurs, aussi expliquée dans le livre de Petre Grenouillot, ne s'arrête pas qu'aux possessions espagnoles. Elle vise aussi la Guadeloupe et la Martinique, travaillées au corps par les ferments de révolte des soubassements de l'Empire britannique. Je rappelle aussi une petite chose, c'est que au XIXe siècle, comme il est marqué, je crois, dans l'histoire des droites, si je ne m'abuse, c'est bien la gauche, en tout cas politiquement, qui est un pléonasme, gauche politique, qui a travaillé à élargir l'empire colonial français, en tout cas républicain dit français. Bref. Voyez donc avec plus de détails ce que j'expliquais avant sur le détachement de Cuba de l'Amérique et cette course au rachat des ports par les armateurs. Pour revenir au livre, en tout cas au résumé que j'en ai fait, l'un des problèmes de la France à cette époque, la coince entre les principes républicains et la vieille France catholique, avec sa part de subversion, évidemment. Il y a de l'inertie au changement pour certaines choses. Pour d'autres, l'acceptation des théories des économistes a fortement changé l'opinion. Mais reste à savoir qui a fait cela. La symbolique de la laïcité propose des pistes de réflexion intéressantes, notamment avec les loges établies créant de la subversion dans les lieux de rencontre, auberges, tavernes, etc. Petite parenthèse supplémentaire à celle que je viens de faire. Il y a un livre qui s'appelle La symbolique de la laïcité de Youssef Indy que je vous encourage à lire. Il n'est pas très long et il est extrêmement fourni en termes de détails sur cette époque. Pour revenir au livre, pour revenir au résumé du livre, la France, dit l'auteur, cherche à unifier ses territoires, cherche une unité législative, aspire à l'unité morale, autant catholique en religion qu'en politique, alors que l'Angleterre, avec son protestantisme, vise un morcellement, visant des, je cite, déchirements du globe. Protestantisme et individualisme ne font qu'un, dit l'auteur. Et cela montre, encore aujourd'hui, l'état de délabrement du pays. Et ne pensez pas que l'on vocifère l'Angleterre juste par pure haine. Il y a, pour l'époque, plus de 3 millions de chartistes qui ne soutiennent pas les actes terroristes de l'Empire britannique, demandant la ruine de ce gouvernement impie. Sa peur de disparaître, imaginaire s'il fut faire autrement, la place dans une opposition effroyable, dit l'auteur. Son mercantilisme lui permet de produire, par effet, des produits manufacturés, plutôt industriels. 2 fois les 5 parties du monde. Pour l'époque, c'était quand même assez énorme. Et par conséquent, qui produit plus est un ennemi à abattre. Dans un autre exemple, le vice-roi d'Égypte, avec l'appui du gouvernement français de la Restauration, avait fondé des semblants d'État, en affranchissant le chemin de la Mecque des incursions d'Arabes du désert ou des incursions turques envers les peuples de Syrie. Avec un empire prédateur comme celui-ci, voici en des mots rédigés par un homme de l'époque, la répression que l'œuvre de Mehmet Ali a subie de leur part. Je vous laisse donc lire. Le même type de manœuvre fut reproduite avec la possession de Balize et de toute la côte des Mosquitos. Mais, dit l'auteur, s'ils n'ont pas acquis avec violence leur possession, c'est bien par les blocus des ports, avec des manœuvres dilatoires, qu'ils sont parvenus à leur fin. Manœuvre dilatoire, pas au sens juridique. Voyez plutôt ceci en Afrique orientale. Je vous laisse lire.
Les plus subversifs de l'Empire britannique ont toujours joué aux illusionnistes. Pendant qu'ils festoient sur l'entente cordiale avec les restes de la France historique, les lords soudoient la résistance d'Abdelkader, cherchent à soulever les Noirs de nos Antilles ou encore suscitent le Maroc contre la RDTF. J'ajouterai ceci dit, un petit point sur Malthus qui disait ceci. Cette théorie de la prime à l'infanticide a obtenu quelques succès près de la population des districts manufacturiers d'Angleterre. En terminant cette lecture de ce passage, les mères allaitent aussi, il faut le savoir, leur enfant avec du laudanum, une sorte de mixture médicamenteuse à base d'opium et de pavot. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Lectures pour un prochain épisode, épisode 5, toujours sur le même livre.